Voilà, donc le premier exposé là, que je vais faire ce matin, c'est une introduction au concept de forme normale. Et ce que je vais essayer de faire, c'est de vous prouver complètement, ou presque complètement, mais essentiellement, un théorème de forme normale. Donc comme vous verrez, peut-être la formulation en elle-même du théorème sort pas mal du cadre des programmes de classe prépa, parce que c'est une question d'équations différentielles et de champs de vecteurs et tout, qui vont commencer à être de plus en plus marginalisés dans les programmes. Mais par contre, les méthodes d'attaque sont algébriques et, je pense, peuvent vous donner des supports, j'espère, des supports utilisables. Donc, quelle est la problématique? Alors, donc déjà, qu'est-ce qu'un champ de vecteur? Un champ de vecteur, ça n'est rien d'autre qu'une application, on va dire, de RD dans lui-même, ou bien d'un ouvert de RD dans RD. Pourquoi donc on appelle ça un champ de vecteurs et pas juste une application? C'est juste pour dire qu'on s'intéresse plutôt à x en tant qu'engendrant une équation différentielle de la forme x' de t égale grand X de x de t. Alors, il n'y aura pas vraiment de problème de régularité dans tout mon exposé. Les objets seront toujours supposés aussi réguliers que nécessaire, et notamment, par exemple, c'est infini. Donc, par rapport à cette équation, évidemment, le point de départ, c'est d'avoir un théorème d'existence et d'unicité. Et une des façons les plus utiles pour ce qui va suivre de l'énoncé, c'est de dire qu'à un tel champ de vecteurs, on associe un flot. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un flot? C'est une application qui va, on va dire, de R croix RD dans lui-même. En fait, elle peut avoir un domaine, mais je vais commencer par la décrire telle qu'elle, qui donc à un temps t et à un point x associe une valeur que j'appelle phi de tx ou bien phi t de x, et qui a la propriété que quand je fixe le point x et que je fais évoluer le temps t, j'obtiens une solution de l'équation différentielle. Donc telle que, quel que soit x, l'application qui a t associe phi de tx est non seulement une solution, mais en fait la solution est la solution du problème de Cauchy consistant à résoudre cette équation différentielle et la condition initiale x de 0 égale x. Alors, il y a une autre façon de dire à peu près la même chose. C'est de dire que phi est caractérisé par les deux propriétés suivantes. Quand on dérive par rapport au temps, on trouve le champ. Quand j'ai fixé x, la courbe t donne phi de tx est une courbe qui résout cette équation différentielle. Donc, autrement dit, quand je dérive par rapport à x, je calcule la dérivée de cette courbe, donc la valeur du champ, exprimée au point auquel on est en train de travailler. Ça, c'est l'équation. Et le problème de Cauchy ici, c'est juste de dire que phi 0, avec cette notation, c'est-à-dire ça, c'est juste l'application qui a x associée phi de 0x, c'est l'identité. Bon. Alors en fait, ce que je vous ai dit là, comme vous devez le savoir, n'est pas tout à fait exact, puisque sans hypothèse autre que la régularité sur x, il se peut que le flow ne soit pas global, ne soit pas défini sur R croix RD tout entier. Certaines solutions peuvent cesser d'être définies en temps fini. On s'en rend compte encore mieux quand on pense à x comme étant un champ de vecteurs défini sur un ouvert. Si on imagine un champ de vecteurs sur un ouvert, on voit bien que les trajectoires vont peut-être sortir de l'ouvert, ce qui va arrêter le domaine de définition. Donc en fait, phi n'est en général défini que sur un ouvert, on va dire par exemple oméga,
de R croix U. Donc là, si vous voulez, je reviens au cadre d'un champ de vecteurs qui n'est peut-être défini que sur un ouvert U de RD, et le flow sera défini que sur un ouvert de R croix U. Bon. Mais je n'ai pas envie d'insister trop sur cette difficulté qui en fait n'est pas une difficulté dans le contexte dans lequel je veux parler maintenant. Hein. Donc le point clé, c'est qu'on va essentiellement nous s'intéresser à des champs de vecteurs au voisinage d'un point où ils valent 0. Donc si x de x0 égale 0, alors évidemment, la solution consistant à rester au point x0 pour tout temps est bien définie. Donc on a une solution définie sur R tout entier. Et on en conclut par exemple que le flow au temps 1, je mets x explicitement quand je veux me souvenir que c'est bien du champ de vecteur x, donc je suis en train de prendre le flow, est défini dans un voisinage de x0. Oui, voilà. Ah, donc le flow au temps 1, là j'ai fixé le temps, et donc c'est une application d'un certain ouvert de RD dans un certain ouvert de RD. Ce que je dis juste, c'est qu'au voisinage d'un point où je ne bouge pas, je peux bien le définir, parce que donc la difficulté, c'est est-ce qu'on peut aller jusqu'au temps 1 ? On peut aller jusqu'au temps 1 pour x0, puisque évidemment on peut aller en tout temps, donc on peut aller jusqu'au temps 1 au voisinage de x0. Voilà. Bon, alors, il y a plein d'aspects suivant lesquels on peut essayer d'étudier la dynamique d'un champ de vecteurs. Et un des aspects, on pourrait mettre en avant un aspect calculatoire consistant à dire, j'ai un certain champ de vecteurs qui m'a peut-être été donné par des équations, une formule explicite. Je peux essayer de faire des changements de coordonnées qui en simplifient l'expression. Donc, comment formaliser les changements de coordonnées ? Un changement de coordonnées, c'est un difféomorphisme. Donc changer de coordonnées, c'est appliquer un difféomorphisme à un champ de vecteurs. Et c'est quoi appliquer un difféomorphisme à un champ de vecteurs ? Si on se donne donc notre difféomorphisme, par exemple si de U dans V est un difféomorphisme, alors on définit une image directe donc l'image directe, donc X est un champ de vecteurs sur U, je vais l'écrire. On va utiliser ce difféomorphisme pour définir un champ de vecteurs sur V, que je vais appeler comme ça. En général, on met des étoiles en bas quand on transporte dans le même sens que le sens de la flèche de l'application. Donc ça, c'est un champ de vecteurs sur V qui, quand je l'applique, on va dire au point Y, a pour valeur, je prends des psi dérivés au point psi-1 de Y, et j'applique à X au point psi-1 de Y. Alors cette formule peut paraître un peu compliquée, mais en fait, il faut se convaincre qu'elle est complètement naturelle. Donc j'ai un point Y, j'ai une application psi. Par cette application psi, le point Y vient d'un certain point psi-1 de Y, qui est par exemple X. Je regarde la valeur du champ ici, et je l'envoie ici en appliquant la différentielle de psi, calculée en ce point-là. Bon, en fait, ça, c'est la bonne méthode de faire les changements de variables. Une façon de le dire, c'est que quel est le flow de cette image directe ? Comment on calcule le flow de l'image directe ? On le calcule comme on imagine, c'est-à-dire on a un point exprimé dans les nouvelles coordonnées, c'est-à-dire un point de V. On va le traduire dans les anciennes coordonnées, c'est-à-dire le ramener à U, appliquer le flow de X, et ensuite ramener dans les nouvelles coordonnées. C'est-à-dire que le flow de psi star X est psi composé avec le flow de X composé avec psi-1. Donc c'est un calcul, on va le faire. Donc, en effet, si je dérive ça par rapport au temps,
eh bien, je trouve des psi calculés au point psi tx de, on va dire x, donc petit x c'est psi moins 1 de y. Je vais écrire psi moins 1 de y. Appliqué à, maintenant j'applique des psi et puis je dérive ça par rapport au temps. Et la dérivée de ça par rapport au temps, un peu par définition, c'est le champ de vecteur. Donc c'est x au point phi tx de psi moins 1 de y. Et vous reconnaissez, on reconnaît quoi? Attendez. Donc ça, j'affirme que c'est quoi? J'affirme que c'est psi étoile x appliqué au point psi rond phi tx rond psi moins 1. Donc, j'ai bien constaté que quand je dérive cette fonction du temps quand je dérive cette fonction du temps et de l'espace par rapport au temps, je trouve bien le champ de vecteur image appliqué à elle-même, disons. Donc, on a une loi de transformation par des changements de variables, disons. Et donc la question c'est, est-ce qu'on peut simplifier en utilisant les bons difféomorphismes? Alors la première réponse, la plus facile et très classique, c'est que si on se place en un point, ce qu'on appelle régulier, c'est-à-dire au voisinage d'un point en lequel le champ de vecteur a une valeur non nulle, alors oui, on peut simplifier, tout le monde est équivalent, tous les champs de vecteurs sont plus ou moins équivalents, donc le cas 1 est très facile, point singulier, régulier, ce qui signifie que x de x0 est non nul. Donc alors on a le théorème de redressement qui dit que il existe psi difféomorphisme local. Donc difféomorphisme local qui envoie, mettons, x0 sur 0 par exemple, enfin peu importe, en fait, on peut décider de fixer, ou on pourrait aussi décider de fixer x0, et tel que psi star x égale constante. Autrement dit, je peux trouver un changement de variable. Donc, difféomorphisme local, ça veut dire que c'est un difféomorphisme défini dans un voisinage ouvert de x0, à valeur dans un voisinage ouvert, par exemple, de 0. Et psi star x, c'est donc un champ de vecteur, et je dis que c'est un champ de vecteur constant. Donc, du coup, la dynamique est... Alors, en plus, on peut choisir la constante, si on veut... on peut choisir n'importe quoi de non nul. Donc, géométriquement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a un champ de vecteur non nul, donc on a une vraie dynamique de ce type. Et ce que dit le théorème, essentiellement, c'est que ça ressemble vraiment à ce que j'ai dessiné, c'est-à-dire c'est une collection comme ça de courbes parallèles qui, par un difféomorphisme psi, peut être vraiment redressée en la dynamique associée à un champ de vecteur constant qui n'est jamais qu'un flot de translation. Puisque quand je résous l'équation x point égale constante, ça engendre un flot phi t de x égale x plus t fois constante. Constante étant ici un vecteur. Donc par exemple ici j'ai dessiné le cas où ce vecteur c'est le vecteur vertical, donc j'ai juste un flot qui est translaté dans la direction verticale et donc ça me dit que la situation initiale était juste une déformation de cette situation-là. Alors en fait il se trouve que ce théorème non seulement est facile à énoncer mais il est aussi facile à démontrer. Donc je vais le faire. Donc la démonstration est la suivante. On peut se donner, en x0, on a un vecteur non nul. Donc on peut se donner un hyperplan transverse à ce vecteur. Donc, soit
H dans RD, un hyperplan tel que H plus R fois X de X0, ce soit RD. C'est un supplémentaire, donc H est un supplémentaire de la droite engendrée par le champ X au point X0. Donc ça, c'est un vecteur fixe. Bon, en fait, je peux considérer l'application suivante. On va dire, donc ça va être une application de R croix H. Donc à un point de R croix H, j'associe juste le flow. Qui est donc un élément de RD. Essentiellement, ce que je dis, c'est que cette application-là, ou plutôt, je crois, son inverse, donc ça, on va l'appeler, je sais pas, par exemple, grand F. Alors, ce que j'affirme, c'est que grand F est un difféomorphisme local. Alors un difféomorphisme local en quel point? Au point 0, x0. Pourquoi? Eh bien, donc là, je vais utiliser le théorème d'inversion locale pour démontrer que grand F est un difféomorphisme local en un point. Il faut démontrer que la différentielle de grand F, qui est une application linéaire donc de RD dans RD, ou plus exactement de R croix H dans RD, est un isomorphisme linéaire. En effet, si je calcule la différentielle de grand F au point 0, x0, mettons appliqué à un élément tangent SV, eh bien je trouve dt phi appliqué à au point x0 appliqué à S plus alors, quand je vais calculer la dérivée par rapport au point x, il ne faut pas oublier que je la calcule au temps t égale 0, et qu'au temps t égale 0, l'application qui a x associé phi de 0x, c'est l'identité. Donc, je trouve juste plus v, parce qu'ici, je ne fais que dériver l'identité. Bon, le fait que cette application... Donc ça c'est x de x0 fois s plus v. Le fait que cette application est un isomorphisme linéaire est précisément dire qu'on a choisi, enfin, est équivalent à dire que H a été choisi comme supplémentaire au vecteur x de x0. Voilà. Donc on a un difféomorphisme local et on vérifie que psi égale f-1 envoie x sur le vecteur 1, 0. Parce que x, c'est précisément ce qui se passe quand on... Enfin, dérivé par rapport au temps à la source, c'est dérivé par rapport à l'x à l'image. C'est un peu ce que dit ça. Donc, je vous laisse faire là ce petit calcul-là. Donc, en fait, essentiellement, ce que dit ce théorème, c'est que savoir résoudre les équations différentielles et ce théorème de redressement, c'est à peu près la même chose. Évidemment, dans l'autre sens, si on sait, si on se posait la question de revenir à la preuve du théorème d'existence d'un flot, si on sait qu'on peut changer de variable pour redresser le champ de vecteur et le ramener à un champ de vecteur constant, on sait qu'on sait trouver un flot parce que là, ce flot-là, on n'a pas besoin d'un théorème abstrait pour le connaître, il a suffi de faire un calcul trivial. Et ensuite, on peut, en revenant en arrière par psi, en utilisant les formules nous disant que les flots se transportent par les difféomorphismes, se conjuguent par les difféomorphismes lorsqu'on a transporté les champs de vecteurs, on revient en disant que notre champ de départ avait localement, en tout cas, un flot. Bon, donc ça c'est pour le cas
disons, facile, où tous les champs sont équivalents au voisinage des points réguliers. Maintenant, il reste le voisinage des points singuliers, et là, la situation est beaucoup plus complexe, c'est-à-dire que non seulement tous les champs ne sont pas équivalents, mais il n'y a même pas de liste exhaustive de toutes... il n'y a pas une liste exhaustive ou finie ou de formes de champs auxquels on pourrait se ramener par changement de variable. Mais néanmoins, on peut quand même essayer de simplifier, et c'est ça l'objet de la théorie des formes normales, on peut essayer de simplifier la forme d'un champ de vecteurs, par exemple, et c'est un peu ça que je vais vous décrire. Par exemple, on peut essayer de dire, on va regarder son développement de Taylor, et on va essayer de voir si on ne peut pas annuler certains des termes, en changeant de coordonnées. Donc K2, point singulier, donc, la situation est, on va dire, donc, je vais vous donner dès maintenant un théorème le théorème de forme normale que je veux discuter. Donc c'est le suivant. Donc on considère un champ de vecteurs au voisinage d'un point régulier. On va poser x0 égale 0 pour ne pas s'embêter. Donc on considère un champ de vecteurs au voisinage de 0 et qui s'annule en 0. En fait, mais je ne veux pas trop insister sur ça, en fait, peu importe qu'il soit défini sur RD tout entier, on veut juste qu'il soit défini au voisinage de 0. De toute façon, on ne l'étudie qu'au voisinage de 0, donc on peut toujours prolonger artificiellement si on veut. Donc, soyez que c'est un champ de vecteurs sur RD nul en 0. Alors, la quantité importante qui va nous permettre de discriminer les cas, si on peut dire, c'est, comme on imagine, la première chose à laquelle on s'intéresse quand on parle d'un champ de vecteurs nul en 0, c'est son linéarisé. On approxime par un champ linéaire, donc on appelle le linéarisé, donc soit A, c'est la différentielle en 0, donc qui est donc une matrice n croix n, ou d croix d, plus exactement, le linéarisé de x en 0. Bien. Donc maintenant, c'est maintenant que les choses deviennent un peu moins naturelles à première vue. On va considérer une autre matrice, B, qui a la propriété d'être l'adjointe de A pour un produit scalaire. Alors, par exemple, la transposer. Mais on peut choisir le produit scalaire, et ça, c'est important. Donc, soit B, une autre matrice D croix D, qui est l'adjointe de A pour un produit scalaire. Alors pourquoi c'est important de pouvoir choisir, notamment parce que si A est symétrique, on peut choisir un produit scalaire. Si A est symétrique, je voulais dire si A est diagonalisable. Si A est diagonalisable, on peut choisir un produit scalaire pour lequel A est diagonalisable dans une base orthonormée, et ça nous permet de prendre B égale A. Donc, alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec cette matrice B? Cette matrice B va nous aider à caractériser les champs auxquels on peut se ramener par changement de coordonnées. Donc, alors, pour tout cas, c'est un entier supérieur ou égal à 2, il existe un difféomorphisme phi qui fixe l'origine est tel que, alors, si je regarde ce que ce difféomorphisme fait à x par changement de coordonnées, ça l'envoie à un champ de la forme, alors, ça ne change pas le linéarisé,
c'est pas évident, c'est parce que qui fixe 0, je vais te dire dès le début, hein, est tel que défi en 0 égale identité, et de plus. Alors, il y a beaucoup de tel que dans ma phrase. Donc, ça ne change pas le linéarisé à cause du fait que le linéarisé du changement de variable lui-même est l'identité. Et ensuite, ben, j'ai des nouveaux termes. Je vais écrire ça comme ça. Juste, ça n'est rien que d'une série. C'est juste pour dire que ça, c'est le développement de Taylor à l'ordre K de ce champ de vecteurs en 0. Eh bien, ce que je demande, c'est que ce développement de Taylor à l'ordre K commute avec B. Alors, attends. Excusez-moi. Vérifie que alors, x tilde 2 plus x tilde k commute avec B. C'est-à-dire la partie non linéaire de ce champ commute avec B. La partie linéaire, on ne la touche pas, on s'intéresse à la partie non linéaire, on s'intéresse au terme du développement de Taylor d'ordre strictement plus grand que 1. Et ce que je dis là, c'est qu'on peut en simplifier entre guillemets k étant le nombre qu'on veut, par un changement de variable. Et simplifier, ça veut dire quoi? Ça veut dire se ramener à un nouveau champ qui a la propriété de commuter avec B. Alors ici, ça pose quelques questions. Alors peut-être que je devrais dire qu'est-ce que ça veut dire exactement commuter avec B? Oui, c'est ça. Les xj sont homogènes de degré j. C'est le développement de Taylor, oui. Hein, donc, une autre façon de dire, c'est que je vais utiliser plus tard. Si je note comme ça le développement de Taylor à l'ordre de k, je demande que ça moins a commute avec B. Bon, bien, donc, et qu'est-ce que ça veut dire commuter avec B? Donc, on dit que le champ Y commute avec B si leur flot commute. C'est pour ça qu'on emploie ce terme, commuter, hein, c'est-à-dire que phi ty composé avec exponentielle SB, donc exponentielle SB, c'est un champ linéaire. B, c'est une matrice que je vois comme engendrant un champ linéaire. Donc ça me donne une équation différentielle linéaire dont le flot, c'est l'exponentielle de B. Donc si je calcule ça dans un sens, c'est pareil que calculer dans l'autre. Et alors, il se trouve qu'il y a une caractérisation infinitésimale de ce fait, hein, ce qui est équivalent au fait que leur crochet commute, le crochet étant défini, leur crochet commute, excusez-moi, ce n'est pas leur crochet commute, c'est leur crochet s'annule. Hein, le crochet étant défini comme, on va dire, B. Alors, on va dire, donc la propriété, c'est que cet objet s'annule. Et maintenant, la définition de cet objet, donc c'est un champ de vecteurs qui est défini comme suit. C'est dy au point x appliqué au vecteur bx moins b fois y de x. Là, j'ai utilisé dans ma définition le fait que le champ associé à B est linéaire. Hein, et plus généralement, on a cet objet qu'on utilise en fait beaucoup, mais qu'on n'utilise que dans le cas de champ où l'un des deux champs qui apparaît est linéaire. Donc,
on a cet objet qu'on peut... Donc si on a deux champs de vecteurs x et y, on peut définir ce qu'on appelle le crochet de Lie de x et y, hein, comme étant alors dy appliqué à x moins dx appliqué à y. Et on a cette propriété que si ce champ s'annule identiquement, alors les flots de x et de y commutent. En fait, c'est équivalent. Bon, maintenant qu'on a défini, on peut peut-être commenter un tout petit peu ici pourquoi ce théorème-là? Pourquoi commuter avec B est une condition qui nous intéresse particulièrement? Je serais tenté de dire que ce n'est pas une condition qui nous intéresse particulièrement, il se trouve que c'est juste une condition qu'on arrive à démontrer. Donc c'est une condition qui met une contrainte. Ça veut dire que tout champ de vecteurs ne commutant pas avec B, on en saura plus sur ce champ-là qu'on en savait sur le champ de départ. Alors combien plus dépend beaucoup. Je ne vais pas malheureusement avoir le temps de détailler beaucoup, mais après, appliquer ce théorème et comprendre dans quelle situation, donc ça dépend beaucoup de la matrice A, comprendre dans quelle situation il donne beaucoup d'informations ou moins d'informations, ce n'est pas évident du tout, et puis c'est tout un monde en soi d'appliquer le théorème de forme normale. Mais la morale générale, je dirais, c'est sur ce champ-là, on a une contrainte que sur le champ de départ, on n'avait pas. Donc, on a des informations supplémentaires. Alors, une situation particulièrement importante et particulièrement classique, c'est quand A est diagonalisable. Je voudrais revenir sur ce que j'avais dit en passant. Alors, la première remarque que je vous ai déjà faite, c'est qu'on peut prendre dans ce cas B égale A. Pourquoi? Parce qu'on choisit le produit scalaire de façon à ce que une base qui diagonalise A soit une base orthonormée. A est diagonalisable, il existe une base dans laquelle elle est diagonale, et on choisit un produit scalaire qui rend cette base orthonormée. Donc, A devient symétrique pour... dans ce produit scalaire-là, tout est dans le fait qu'on a le droit de choisir un produit scalaire. Donc finalement, donc le théorème classique, c'est que toute matrice symétrique est diagonalisable dans une base orthonormée. Et là, ce que je suis en train de dire, c'est que toute base diagonalisable est symétrique dans le bon produit scalaire. Donc on peut prendre donc maintenant, on peut regarder un peu ce que ça donne. Qu'est-ce que ça veut dire, dans ce cas, commuter avec B? On peut faire des calculs et on peut se rendre compte que les termes du développement de Taylor sont de la forme si vous voulez, x1 puissance n1 fois xd puissance nd fois un vecteur de base ei. Donc, le développement de Taylor, c'est un polynôme, mais c'est un polynôme de Rd dans Rd. Donc un monôme associé, on pourrait décider de mettre ici n'importe quel vecteur, mais essentiellement, une base de l'espace des polynômes de Rd dans Rd, c'est les éléments de ce type-là. Maintenant, on peut regarder... quand je calcule le crochet d'un élément de ce type-là avec la matrice A, qu'est-ce que je trouve? Il se trouve, je n'ai pas envie de vous détailler le calcul, il n'est pas très très compliqué, mais si donc on se place, donc on suppose A diagonale, on se place dans une base pour laquelle A est carrément diagonale pour la suite, excusez-moi. Alors, si ça, je l'appelle, j'appelle ça Y, alors ce que j'ai, c'est que A, Y, eh bien, c'est lambda I moins N1 lambda 1 moins ND lambda D
fois EI. Bon, on peut faire le calcul. Là, vous pouvez dériver par rapport à etc. Vous pouvez utiliser, donc n'oubliez pas qu'évidemment, c'est important d'utiliser le fait que A est une matrice diagonale. Vous calculez cette chose-là et vous trouvez ça. Donc en fait, il y a un certain terme qui sort. Ce qui est important, finalement, c'est qu'on préserve la structure, c'est-à-dire que, excusez-moi, j'ai un peu oublié un truc là. En fait, c'est ce coefficient fois y, autrement dit. Bien, donc, pour que ça commute avec A, ben, c'est simple, ou bien ce terme-là est non nul, et ce terme-là ne dépend que des valeurs propres de A, et ça veut dire que le coefficient dont doit être affecté cet élément de base dans le développement de Taylor de la forme normale, c'est-à-dire du champ auquel on a réduit x par changement de variable, doit être nul, ou bien ce coefficient est nul, on appelle ça une résonance, et dans ce cas, on ne peut rien dire. Donc en fait, quand la matrice A est diagonale, le fait de commuter avec A, ce que ça nous dit, c'est qu'il y a certains termes qui n'ont pas le droit d'apparaître dans le développement de Taylor. Et ces certains termes, si on regarde, alors là, c'est encore une fois, il y a pas mal de choses à dire sur la présence ou non de résonance, mais dans les meilleurs cas, il n'y a pas de résonance du tout. On a l'impression qu'on a envie de dire que ça va nous donner une famille dénombrable d'équations, donc il va y avoir plein de familles de valeurs propres qui ne vont pas les satisfaire. Donc dans les meilleurs cas, pour A, il n'y a pas de résonance du tout, et ça nous dit qu'en fait, la forme normale, elle est linéaire. Mais ce n'est pas le cas tout le temps. Malheureusement, en général, dans les exemples les plus intéressants, il y a des résonances et on n'arrive pas à se ramener à une forme normale linéaire. Mais ce qu'il faut comprendre, donc, c'est que dans les meilleurs cas, commuter avec B, c'est juste être, en l'occurrence, c'est être nul. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de terme non linéaire dans la forme normale. Tous les i sont positifs. Est-ce que vous pouvez répéter la question? Parce que sinon, il faut attendre un micro, ça ne vous dérange pas? Répétez la question. Est-ce que tous les i sont positifs? Les NI sont positifs. Oui, tous les NI sont positifs. Non, pas strict. On parle de termes d'ordre supérieur ou égal à 2, donc il y en a au moins. Enfin, la somme des NI, c'est le degré de ce monôme. Voilà, la somme est égale à K. Enfin, la somme est égale à K quand on traite x tilde K, la somme est égale à 2 quand on traite x tilde. Voilà, donc. On dit que le monôme est résonant. Donc c'est une résonance entre le monôme et la matrice A finalement. Si ce terme est nul. L'énoncé du théorème, c'est que les monômes non résonants peuvent être éliminés de la forme normale. Et donc, comme je vous le disais, je ne vais pas le réécrire, mais c'est qu'il y a des cas où aucun monôme n'est résonant et on peut carrément éliminer tout le monde. Il y a aussi des cas où tous les monômes sont résonants. Par exemple, si A égale 0, on ne peut rien dire du tout. De toute façon, on le comprend dès le départ, commuter avec la matrice 0, tout le monde commute avec la matrice 0, puisque le flow de la matrice 0, c'est l'identité, et tout le monde commute avec l'identité. Voilà, donc ce que je vais essayer de faire, c'est de vous donner des éléments de démonstration de ce théorème. Bon, je pensais pouvoir le démontrer complètement, mais le temps tourne peut-être plus vite que je ne le pensais, donc c'est pas sûr que je pourrais tout dire, mais j'espère pouvoir quand même en dire un peu. Donc, démonstration. Alors, la plus simple façon de démontrer ce théorème, c'est par récurrence sur K.
Hein, c'est-à-dire on va ramener les formes normales, on va, comment dire, pour faire une forme normale à l'ordre, on va d'abord faire une forme normale à l'ordre 2, ensuite on va faire un nouveau changement de variable qui ne touche pas la forme normale, qui ne touche pas le développement de Taylor à l'ordre 2 et qui simplifie le développement de Taylor à l'ordre 3, etc. Donc, on fait la preuve par récurrence sur K. Et donc, ce qu'on fait là, en l'occurrence, je vais détailler l'étape de récurrence. Donc, on suppose que le champ de vecteurs est déjà sous forme normale à l'ordre K-1. Donc, et sous forme normale à l'ordre K-1, ça veut dire que les monômes que le développement à l'ordre K-1 commute avec B. On appelle comme ça les coefficients. Donc c'est purement, c'est juste ça, c'est juste une façon de dire. J'appelle xi le terme, enfin le polynôme homogène de degré i dans le développement de Taylor de x. C'est rien d'autre que ça. Je ne parle pas de série, je ne parle pas de convergence. Alors, comment on va faire pour essayer de simplifier le terme d'ordre k? On va essentiellement appliquer un difféomorphisme d'ordre k. Et en l'occurrence, comment on va construire ce difféomorphisme? On va le construire comme flot d'un certain champ de vecteurs. Donc, on va chercher à simplifier le terme xk en appliquant un difféomorphisme phi de la forme phi 1 yk, le flot d'un champ de vecteurs, le flot au temps 1 d'un champ de vecteurs. Et pourquoi je l'appelle yk? Parce que je vais le prendre homogène de degré k. Donc essentiellement, ce qu'on doit faire, c'est calculer quel est le développement de Taylor de phi 1 du transporté en avant par phi 1 yk de ce champ x. Bon alors, il y a des tas de façons de faire ce calcul. Je voudrais vous en donner une qui n'est pas forcément la plus indirecte, mais qui je trouve est assez parlante, consistant, donc on va faire un petit détour. On va essayer de se placer dans un bon contexte pour lequel ce calcul fait apparaître des objets des objets dont on est familier. Donc c'est quoi ce contexte? Si on va voir les champs de vecteurs comme des opérateurs sur les fonctions. Ça c'est un classique. Mais sauf que là, comme on s'intéresse qu'au développement de Taylor, on va les faire agir que sur des fonctions. Donc on associe à tout champ x dans x. Alors, je n'ai pas encore défini ça, c'est juste les champs nuls en 0. Je sais pas. Donc, un endomorphisme de EK égale E1 plus, etc., plus EK. Et c'est quoi? C'est les polynômes sur RD de degré K sans terme constant. Et EI, c'est donc les polynômes EI en bas, c'est donc les polynômes sur RD de degré I homogènes. Et quel est cet endomorphisme? Alors, je vais le noter comme ça, X avec un petit diamant. Donc, X, un petit diamant, X diamant P.
eh ben, c'est le truc classique. Je dérive P, j'applique à X. Donc ça me donne une fonction. Je veux un polynôme, puisque je veux un homéomorphisme de EK. Donc je prends le développement de Taylor à l'ordre K. Donc ça, c'est une façon... Alors, ce qu'il faut voir, c'est que ça, c'est classique. Quand j'ai une fonction, je fais agir les champs de vecteurs sur les fonctions en dérivant la fonction dans la direction du champ de vecteur. Je prends la différentielle de la fonction, j'applique le champ de vecteur, ça me donne en chaque point un nombre. Autrement dit, si je vois ça comme dépendant de x, ça me donne une fonction. Maintenant, même si ici, j'ai rien dit sur x, donc même si p était un polynôme, x est juste un champ de vecteur quelconque. Donc a priori, cet objet-là est une fonction quelconque, quand je vois comme fonction de x. Je considère donc, c'est ce que désigne ce crochet K, je considère le développement de Taylor à l'ordre K à l'origine. Hein, tous mes développements de Taylor sont à l'origine, j'ai fixé le point d'intérêt comme étant 0. C'est à nouveau un développement sans terme constant, eh bien parce que x est nul en 0. Voilà. Bien. Et les difféomorphismes aussi agissent. Donc si phi dans G, donc G, ça va être les difféomorphismes qui fixent l'origine. Ben là, c'est finalement plus facile. Hein. Qu'est-ce que c'est que phi agissant sur un polynôme P? Ben, c'est juste P composé avec phi. Et encore une fois, tronqué à l'ordre K. Alors pourquoi faire ça? Ben, en fait, c'est un classique hein, que faire agir les champs de vecteurs sur les fonctions, c'est une bonne façon de les comprendre. Notamment, ça rend très simple cette histoire de crochet de poisson qui est là. Donc je vais commencer par ça, puisque j'en parle. Il y a quelques règles de calcul élémentaires qui prennent une forme très simple dans ce langage. Donc, propriété. Si x et y sont deux champs de vecteurs, alors x, alors si je regarde l'opérateur associé à x, y, ça c'est la composée. Alors, notre petit diamant, la composée, bon, c'est des notations qui ont pour but d'essayer de comprendre, d'essayer de ne pas trop quand même faire la confusion entre quand est-ce qu'on parle du champ de vecteur vu comme une fonction de RD d'un RD et quand est-ce qu'on parle du champ de vecteur vu comme une application sur cet espace. Et donc, ce que je note x, ça c'est la composée de l'opérateur associé à x et l'opérateur associé à y, et puis moins la réciproque, hein, moins l'autre. Donc, l'opérateur qui correspond au crochet de poisson, c'est juste le crochet de composition des opérateurs. Bon, ça c'est un calcul direct, je ne vais pas le faire parce que j'ai plus beaucoup de temps et c'est vraiment des calculs simples que vous n'aurez aucune difficulté à faire vous-même si vous avez envie d'y revenir un petit peu. Donc en fait, quand on fait ce calcul, il faut quand même faire attention au fait qu'a priori, quand on applique la dérivée par rapport à y puis la dérivée par rapport à x, on dérive deux fois. Donc on va avoir une formule avec des dérivées secondes de p. Mais ce qui se passe, c'est que la partie dérivée seconde va se simplifier dans la différence, et il ne va rester que des dérivées premières qui seront bien les dérivées premières par rapport à ce champ-là. Ça, c'est la propriété 1. Alors la première propriété que j'aurais peut-être dû donner dès le départ, c'est que l'opérateur x diamant, là, détermine le développement de Taylor à l'ordre K de x. Alors, le K, où est le K? Le K, il est là. Hein. J'ai décidé, évidemment, j'ai fait un choix ici. J'ai décidé de faire agir mes champs de vecteurs sur un certain espace de polynômes que j'ai pris que jusqu'à l'ordre K. Donc, je ne peux pas espérer. Donc, du coup, j'ai un espace de dimension finie. Donc, je suis dans un langage, je suis dans un contexte bien maîtrisé. Évidemment, ce que j'ai perdu, c'est que je ne peux pas espérer que ça détermine complètement un champ X. Par contre, ce qui est sympathique, c'est que ça détermine son développement de Taylor à l'ordre K. Alors justement, ce qui m'intéresse ici, c'est d'étudier des développements de Taylor à l'ordre K.
pourquoi ça? En fait, c'est très simple. Ça, je vais le démontrer. Si je regarde une forme linéaire, c'est un élément de E1. C'est un polynôme de degré 1. Donc, quel que soit L dans E1, qu'est-ce que c'est que X diamant L? Ce n'est jamais que L Lx, L appliqué à X, tronqué à l'ordre K. Mais L étant linéaire, ça c'est la même chose que d'appliquer L à la troncature à l'ordre K de X. Donc, si le développement à l'ordre K de X est nul, ce truc-là est nul pour tout L, donc X diamant est nul. Alors on a l'impression qu'on n'utilise que les formes linéaires, mais on utilise aussi le fait qu'on a tronqué à l'ordre K, c'est-à-dire qu'on a bien regardé l'action sur les formes linéaires, mais à valeur dans l'espace des polynômes de degré K. C'est pour ça que c'est exactement ici le G d'ordre K dont on a l'information. Donc il y a la même chose pour les difféomorphismes, ça détermine leur développement à l'ordre K. Alors, une troisième propriété de calcul sympathique, c'est que dans ce langage-là, le flow n'est plus qu'une exponentielle. Qu'est-ce que j'entends par là? J'entends par là que si je regarde le flow d'un champ de vecteur x et que je le regarde l'opérateur associé, alors ça, c'est l'exponentielle dans GL de EK, l'exponentielle sur les endomorphismes de EK, de l'opérateur associé à x. Donc on a un peu d'une certaine façon, donc ça va évidemment bien nous aider. Je vous rappelle, ce qu'on veut, c'est calculer justement l'image directe d'un flow par... Et il y a une propriété 4, peut-être que j'en démontrerai une des 4, je démontrerai la 3 pour que vous n'ayez pas la sensation que je vous ai arnaqué en cachant toute la difficulté du problème dans ces propriétés de calcul. La quatrième propriété, c'est de quoi donc c'est sur l'image directe. L'image directe, c'est une conjugaison. Je vais l'écrire. Ça veut dire quoi, plus précisément? Ça veut dire que si je regarde un difféomorphisme phi, un champ de vecteur x, et que je regarde l'opérateur associé à l'image directe de x par phi, eh bien ça n'est jamais que, alors s'il faut conjuguer dans le bon sens, et le bon sens, si je me rappelle bien, c'est celui-ci, que l'opérateur phi-1 conjugué avec l'opérateur x, conjugué avec l'opérateur phi. Enfin, voilà. Donc autrement dit, comment je calcule l'opérateur associé à l'image directe de x? J'applique l'opérateur associé à phi, j'applique l'opérateur associé à x, puis j'applique l'opérateur associé à phi-1. Donc vous voyez qu'on s'est ramené complètement dans un langage d'algèbre linéaire. Qu'est-ce que c'est que conjuguer un champ par un difféomorphisme? C'est conjuguer une matrice par un isomorphisme. Je vais donc vous démontrer, par exemple, la propriété 3. Donc la 4, c'est un calcul direct. C'est juste la 3 aussi. Tout est des calculs directs, mais disons que je vais en avoir fait un. C'est des calculs directs et par ailleurs courts. Donc, je vais la retraduire sous la forme, j'aurais peut-être dû la donner comme ça, que et je vais voir l'exponentielle d'une matrice comme caractérisée comme étant la solution de l'équation différentielle linéaire associée à la matrice, comme étant le flot de l'équation linéaire associée à la matrice. Donc, qu'est-ce que je fais? Alors, je regarde phi tx opérateur associé à P. Donc ça, par définition, c'est P composé avec phi tx tronqué à l'ordre K.
Et maintenant, ce que je veux, c'est constater, donc ce que je veux finalement pour démontrer ça, c'est montrer que cette famille d'opérateurs satisfait une certaine équation différentielle qui est celle qui caractérise cette famille-là d'opérateurs. Donc je vais dériver par rapport à t. Donc, donc là, évidemment, je peux faire rentrer la dérivation. La troncation, c'est juste une projection linéaire. Donc ça va me faire. Donc je dérive à l'intérieur de la troncation à l'ordre k. Donc ça va me faire du dp au point phi tx appliqué au champ x de phi tx de x. Et ça, c'est tronqué à l'ordre k. Quand je dérive ça par rapport à t. Bien. Alors, qu'est-ce que je veux obtenir dans cette histoire? Je veux essentiellement obtenir que c'est la dérivation dans la direction tx, dans la direction x de p. Donc vous voyez qu'on n'en est vraiment pas loin. Que j'écrive les choses honnêtement. Donc, ce que j'entends par là, c'est que je vois ça comme une fonction de x que je compose en tant que fonction de x avec ce difféomorphisme. C'est exactement ce que j'ai fait là, c'est-à-dire que j'ai juste remplacé les points auxquels j'applique par phi t, par ce flow. Et donc ça, je peux voir ça comme étant composé avec phi tx et tronqué à l'ordre k, c'est appliquer l'opérateur associé à phi tx. Donc c'est-à-dire c'est phi tx diamant appliqué à dpxx, et lui aussi tronqué à l'ordre k. Ça, j'aurais peut-être dû vous le dire, mais je peux tronquer. Bon, je peux aussi avoir tronqué à l'ordre k avant. Bon, et donc c'est fini. Donc c'est donc phi tx diamant fois. Donc, autrement dit, pour tout P, j'ai bien démontré que la dérivée par rapport au temps de cette quantité, c'est cette quantité, c'est-à-dire que j'ai démontré, je vais l'écrire là, donc, ce qu'on a démontré, c'est que d sur dt de phi tx diamant, c'est phi tx diamant composé avec x diamant. Et ça, c'est la relation différentielle qui caractérise l'exponentielle de x diamant. Enfin, c'est une des deux. D'habitude, on met cet opérateur là plutôt de l'autre côté. Mais... Voilà. Bon. Donc les autres sont du calcul du même genre, c'est-à-dire pas dur, mais faut faire attention. Enfin, pas long, mais il faut faire attention à ce qu'on écrit. Bien. Donc voilà, donc on a un langage qui est un pur langage d'algèbre linéaire en dimension finie, et notre problème de conjugaison est devenu un problème de conjugaison de matrice en dimension finie. Et à cause du fait que les opérateurs déterminent le G à l'ordre K, si je montre une propriété sur les opérateurs, ça me donne une propriété sur le G à l'ordre K. C'est-à-dire que, essentiellement, notamment la propriété 1 dit que commuter avec B, dire que la forme normale commute avec B, c'est la même chose que de dire que son opérateur commute avec l'opérateur de B au sens classique de la commutation dans les endomorphismes de EK. Bien, alors, armé de tout ça, maintenant, on peut se relancer dans le calcul que j'avais abandonné, c'est-à-dire finalement, qu'est-ce qui se passe quand j'applique le flow d'un champ de vecteurs homogène sur un champ de vecteurs. Donc, reprenons le
calcul de phi 1 yk, image directe, a plus, enfin x. Voilà. Donc je vais regarder, je vais faire le calcul en me plaçant du côté des opérateurs. Donc on considère les opérateurs associés. Donc phi 1 yk, image directe x, donc l'opérateur associé à ça, ben on a dit, là, que c'était une conjugaison. Donc c'est phi moins 1 yk, ou plus l'inverse de phi 1 yk si vous voulez, opérateur, x opérateur, phi 1 yk opérateur. Là, j'ai appliqué cette règle de calcul. Maintenant, je vais appliquer la règle de calcul précédente. Alors, j'aurais pu mettre le moins 1 à l'extérieur. Mais je veux dire, c'est effectivement le flow au temps moins 1. L'inverse du flow au temps 1, c'est effectivement le flow au temps moins 1. Donc, c'est pour ça que... Donc ça, c'est donc exponentielle de moins yk composé avec donc x que je vais maintenant écrire a plus, alors si je veux être précis, tout ça c'est avec des diamants. Hein. Je rappelle que le diamant, c'est juste la composition, mais je l'écris différemment pour faire la différence entre la composition en tant que difféomorphisme de RD, par exemple, et ici la composition en tant qu'opérateur agissant sur des polynômes sur RD. Bon, alors il nous reste un petit peu à calculer cette exponentielle, et là, il faut se rappeler un peu de quoi on parle. YK, c'est un champ de vecteurs homogène de degré K. Quand je regarde la dérivée dans la direction YK, ça a tendance à faire monter les degrés. C'est-à-dire qu'en tant qu'opérateur de YK, l'opérateur associé à YK, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie E1 sur EK, il envoie E2 sur 0, etc. Et il envoie EK sur 0. Parce qu'il fait augmenter les degrés, parce qu'il est homogène de degré K. Donc quand je calcule, donc si j'applique une forme linéaire à YK, je trouve un truc de degré K, mais ensuite, si j'applique un truc quadratique à YK, je trouve un truc de degré K plus 1, et comme je tronque à l'ordre K tous les objets, je trouve 0. Donc en particulier, si je prends YK au carré, ça me donne 0. Donc en particulier, l'exponentielle de YK ou l'exponentielle de moins YK, bah, c'est juste identité moins YK ou identité plus YK. Et puis maintenant, ben là, j'ai plus qu'à développer. Ça, je peux l'effacer. Je développe et je trouve donc A plus θ plus xk moins 1, ça, je n'y ai pas touché, plus le terme de degré K dans cette histoire va être, alors j'oublie un peu des diamants là, mais tant pis, va être A YK moins YK A plus XK. Plus des termes d'ordre supérieur, hein, je peux prendre des YK composés avec des XI, mais par le même genre d'argument que ça, c'est des termes en fait, d'ordre supérieur qui n'influent pas, enfin qui n'apparaissent pas dans le développement à l'ordre K. Voilà, donc ça, c'est le terme homogène de degré K, enfin c'est l'opérateur associé au terme homogène de degré K de mon nouveau changement de variable. Donc ce qu'il faut, c'est que je résolve d'une certaine façon cette équation.
Hein, donc qu'est-ce que c'est résoudre cette équation? Moi, j'ai le choix de donner le YK que je veux, puisque YK, c'est un champ de vecteur auxiliaire que j'ai utilisé pour trouver un changement de variable. Ce que je veux, c'est trouver un changement de variable qui simplifie x. Donc je choisis YK, et ce que je veux, c'est que ce terme-là soit le plus simple possible. Et vous voyez que ça, c'est une équation linéaire en YK. Non, parce que A, c'est linéaire. Donc, si on note, on va noter add A, opérateur qui a YK, enfin qui a l'opérateur associé à YK, donc il y a beaucoup de degrés d'opérateurs. Mais associe A composé à YK moins l'opérateur de commutation, quoi. On doit résoudre l'équation. Enfin, on voudrait, on doit résoudre l'équation. Non, on ne doit pas résoudre cette équation parce qu'on ne peut pas la résoudre. Mais on s'intéresse à l'équation. Idéalement, évidemment, ce dont on rêverait, c'est d'arriver à la forme normale la plus simple possible. Donc, ce dont on rêverait, c'est de pouvoir trouver un YA qui résolve cette équation, c'est-à-dire qui annule complètement le terme de degré K. Malheureusement, on ne peut pas. Essentiellement, qu'est-ce qu'on peut faire? Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut annuler les termes qui sont dans l'image de cet opérateur. Donc, on peut se ramener à un supplémentaire de l'image. Donc, à quoi se ramène la démonstration du théorème? Elle se ramène à dire que ker add B est un supplémentaire de image add A. Si je sais ça, alors je peux trouver YK de façon à ce que ce terme soit, enfin voilà, on va plutôt le noter comme ça, de façon à ce que ce terme-là soit dans le noyau de add B. Or, le noyau de add B, qu'est-ce que c'est? C'est exactement les champs de vecteurs dont l'opérateur commute avec l'opérateur B en tant qu'opérateur, c'est-à-dire les champs de vecteurs qui commutent avec B. Hein, ça, c'est la première propriété qui dit que le crochet de Poisson devient le crochet de commutation. Donc, commuter avec B, en fait, tous les sens naturels sont les mêmes. C'est pour ça qu'on peut se permettre d'utiliser ce langage tout le temps. Hein, donc, le noyau de add B, c'est précisément les champs de vecteurs qui commutent avec B. Donc, c'est précisément l'espace dans lequel je vous ai dit qu'on pouvait trouver les formes normales. En fait, tout ça est un tout petit peu triché parce que je veux quand même... ce qu'il faut voir, c'est que dans GL de EK, dans les endomorphismes de EK, tout ne vient pas d'un champ de vecteurs. Tout endomorphisme de EK n'est pas de la forme un champ de vecteurs diamant. Donc ici, je suis quand même en train de me restreindre aux objets qui viennent d'un champ de vecteurs. Donc je vais appeler... Donc, plus exactement, donc je vais corriger ma proposition. Et ce que je veux, c'est que xk, qui est dans GL de EK, les opérateurs qui viennent d'un champ de vecteurs, donc je note xk parce que ça correspond essentiellement au développement de Taylor à l'ordre k. D'ailleurs, dans ma logique, je devrais plutôt noter xk en haut. Ça correspond au développement de Taylor à l'ordre... Excusez-moi. Non, je suis en train de travailler dans le cas homogène de degré K, donc je vais mettre un xk en bas. Donc ça correspond aux opérateurs qui viennent de champs de vecteurs homogènes de degré K. Les éléments de GL de... Ça, ce que j'appelle xk, c'est les éléments de GL de EK qui sont obtenus comme de la forme x diamant avec x champ de vecteurs homogènes de degré K. Donc en fait, la vraie propriété dont j'ai besoin, c'est celle-ci, c'est-à-dire c'est la propriété précédente, mais en restriction à xk, est un supplémentaire de, non pas de im add A, mais de add A de xk, qui d'ailleurs, si vous regardez, est ce que j'ai fait, hein, parce que je n'ai pas appliqué
add A à n'importe quoi, j'ai appliqué add A à un champ de vecteurs homogène de degré K. Bien. Alors, d'où vient la proposition? C'est là où on voit quand même que on veut trouver un supplémentaire de l'image. On veut que le noyau soit un supplémentaire de l'image. C'est bien si B est un adjoint de... On voit apparaître notre histoire d'adjonction, là. Mais quand même, il y a eu beaucoup de transformations entre A, puis A diamant, puis add A. Donc, il faut qu'on retombe un peu sur nos pattes. Alors, le premier lemme est le suivant. En fait, donc, peut-être avant de faire des lemmes, je vous résume un petit peu ce qu'on veut faire. Donc, on a un A, et puis on lui associe un A diamant, et puis on lui associe un add A diamant. Ça, c'est une matrice décroisée. Ça, c'est un endomorphisme sur EK. Et ça, c'est un endomorphisme sur les endomorphismes de EK. Puis on a notre B. Évidemment, on fait le même boulot. Et la relation qu'on a entre A et B, c'est que B est l'adjoint de A pour un produit scalaire sur GL de Rn. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va construire des produits scalaires successivement sur ça, puis sur ça, de façon à ce que B diamant soit bien l'adjoint de A diamant et que add B diamant soit bien l'adjoint de add A diamant. Et ça, essentiellement, ça montre le théorème, la proposition. Donc, il existe des produits scalaires sur GL de EK puis GL de EK. Attendez. Non, je suis allé un peu trop loin là. Sur EK puis GL de EK. Oui. Pour lesquels B soit la transposée de A. Évidemment, tout ça, c'est parce que B, au départ, est la transposée de A, pour un produit scalaire de départ. Et add B diamant est la transposée de add A diamant. Alors là, j'utilise une notation que je m'étais interdit d'utiliser jusqu'à présent, c'est-à-dire transposer pour dire l'adjoint pour un certain produit scalaire et pas forcément pour le produit scalaire canonique. Bon. Et alors, en fait, ces constructions sont... Bon, alors vous avez dans la salle, Gérard, je crois, l'un des inventeurs de cette procédure, non, notamment de la première flèche. Alors, les deux choses sont à peu près indépendantes. La deuxième est la plus facile. La deuxième, on peut l'abstraire, donc lemme soit E un espace euclidien et A une matrice sur E, enfin un endomorphisme de E. Donc, comment? C'est la notation GL, je crois, trouble quelqu'un, les GL en minuscule, on note ça. Ah, GL en minuscule, pour moi, c'est les endomorphismes de E. Pardon. Ah. Oui, donc depuis le début. Donc c'est
Et pas les isomorphismes. C'est ça, c'est parce qu'effectivement, la structure qu'on utilise pas mal de manière plus ou moins implicite, c'est la structure d'algèbre de Lie, c'est-à-dire ce crochet de commutation. Donc ce que j'affirme, c'est qu'il existe un produit scalaire sur GL de E, donc, tel que ad A transposé, ça soit la transposée de A. Ça soit... Oui, c'est vrai que en fait, c'est un peu... Donc là, ça joue le rôle de la deuxième flèche. Ici, je suppose que j'ai déjà trouvé ici un produit scalaire sur GL, sur EK, pour lequel ça soit la transposée de ça. Maintenant, ce que je veux, c'est juste passer aux opérateurs adjoints. Et je rappelle que l'opérateur adjoint, donc ad A, appliqué à une matrice M, ici, c'est juste AM moins MA. Bon, eh bien, ce produit scalaire, en fait, vous prenez une base orthonormée de E, vous représentez les choses par une base. Il y a deux possibilités de le définir. Soit vous dites c'est simplement le produit scalaire usuel correspondant à toutes les coordonnées, ou vous pouvez l'écrire de manière plus condensée, et du coup, ça devient trivial de démontrer ça. C'est jamais que le produit scalaire qui a deux endomorphismes associe la trace de M fois la transposée de N. La transposée étant prise par rapport évidemment au produit scalaire de E. Donc c'est assez facile de vérifier que ça, c'est bien un produit scalaire. Bon, c'est bilinéaire, etc. Et le seul petit exercice, c'est la non-dégénérescence. Démontrer ça, avec cette formule, c'est une ligne de calcul que je ne fais pas parce que c'est la fin, là, je commence à fatiguer. Donc ça règle le cas de la deuxième flèche. Et maintenant, il reste le cas de la première flèche, c'est-à-dire, on a un produit scalaire sur... donc, considérons... excusez-moi, je reviens à mon premier énoncé. Mon premier énoncé n'est peut-être pas très bien écrit parce qu'il donne l'impression que le produit scalaire dépend de la matrice A, ce qui n'est pas le cas. Il y a un produit scalaire qui a la propriété que pour toute matrice A, alors, en fait, je vais faire rien d'autre qu'énoncer à peu près explicitement ce dont il est clair qu'on a besoin pour faire marcher la première flèche. C'est-à-dire, alors, il existe un produit scalaire sur EK, qui, je vous rappelle, est l'espace des polynômes de degré K sur RD sans terme constant, tel que l'adjoint de l'opérateur associé à une matrice, c'est l'opérateur associé à son adjointe. Alors ici, les matrices sont vues comme, c'est vrai que c'est pas, les matrices sont vues comme champ de vecteurs. Donc A est une matrice, donc A est un élément d'une matrice D croix D, je la vois comme un champ de vecteurs sur RD, et donc je lui associe une dérivation, un opérateur A diamant sur EK en tant que champ de vecteur. Donc ici, A diamant, c'est l'application qui a P associe dpx appliqué à A de x, et il n'y a pas besoin de tronquer en l'occurrence, parce que A est linéaire. Voilà. Alors, en fait, je vais juste dire quelques mots sur la construction de ce champ de vecteurs. Et puis après, on pourra peut-être aller manger. Sur la construction de ce champ de vecteurs, sur la construction de ce produit scalaire.
Donc je rappelle que EK, c'est E1 plus EK, enfin c'est des sommes directes même, c'est un produit quoi. Hein, donc c'est des polynômes de degré K, c'est des polynômes homogènes de degré forme linéaire, plus polynômes homogènes de degré 2, etc. Et essentiellement, pour construire un produit scalaire sur cette somme, il suffit de le construire sur chacun des termes et puis de déclarer ensuite qu'ils sont orthogonaux. Alors sur E1, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que c'est que E1? C'est rien d'autre que le dual de RD, c'est les formes linéaires. Bon, vous savez que comment on construit naturellement un produit scalaire sur le dual d'un espace euclidien? Quand on a un produit scalaire sur RD, ça permet d'identifier RD à son dual, ou en tout cas ça donne un isomorphisme entre RD et son dual, et avec cet isomorphisme, vous pouvez transporter le produit scalaire de RD à son dual, ça vous donne un produit scalaire sur le dual, c'est ce que vous prenez. Ensuite, E2, c'est quoi? Donc c'est les polynômes homogènes de degré 2 sur RD. Donc c'est de la forme M de XX avec M, une forme bilinéaire symétrique. Mais en fait, on peut naturellement transporter à nouveau, quand on a un champ de vecteurs sur... excusez-moi. C'est vraiment le temps que je m'arrête. Quand on a un produit scalaire sur le dual de RD, vous pouvez naturellement lui associer un produit scalaire sur les formes bilinéaires, puis sur les formes K-linéaires sur RD. Donc là, c'est une construction un peu explicite d'algèbre tensorielle. Essentiellement, ça, c'est engendré par... Donc ça, déjà, c'est contenu dans les formes bilinéaires tout court. Et sur les formes bilinéaires tout court, les formes bilinéaires tout court, elles sont engendrées par les éléments qu'on note L1 tenseur L2. Donc ça, c'est quoi? L1 et L2 sont des formes linéaires. Qu'est-ce que c'est que L1 tenseur L2? C'est juste la forme bilinéaire consistant à dire, quand je l'applique à x1, x2, c'est juste L1 de x1 fois L2 de x2. Bon, ces éléments, les éléments de cette forme, les produits de deux formes linéaires, engendre linéairement l'espace des formes bilinéaires. Toute forme bilinéaire est une somme de choses comme ça. Et maintenant, donc pour définir le produit scalaire sur toutes les formes bilinéaires, il suffit de le définir sur les éléments de ce type. Et je décide juste que le produit de L1 tenseur L2, le produit scalaire de L1 tenseur L2 par L tilde 1 tensoriel L tilde 2, je décide de le définir comme étant le produit scalaire de L1 croix L tilde 1, ce que j'ai défini là, multiplié par le produit scalaire de L2 croix L tilde 2. Multiplié ou plus? Tout d'un coup, j'ai un plus. Excusez-moi, j'ai un petit doute. Je ne sais plus. Non, c'était un fois. Non, c'était un fois. C'est linéaire en L1, c'est linéaire en L2, c'est linéaire en L tilde 1, c'est linéaire en L tilde 2. Et ainsi de suite. Je peux faire pareil évidemment pour les termes homogènes de degré K. Et alors, il faut faire après, évidemment, là, je vous ai construit un produit scalaire qui est en gros le produit scalaire naturel à construire sur ces objets-là. Et après, il faut démontrer qu'il vérifie cette propriété, mais c'est à peu près, c'est des calculs à peu près tautologiques, même si, comme toujours, ces calculs tautologiques ne sont pas forcément très, très, très faciles à écrire. Et bon, vu que je pense que c'est l'heure, je vais m'arrêter. Je vous remercie de votre attention. Non. Excusez-moi, c'est juste pour il faut que j'entende les questions, si je vous entends les réponses. Oui, alors est-ce qu'on a utilisé... Non, au contraire, on n'utilise pas, c'est plutôt gênant, c'est-à-dire on commence par définir le produit scalaire sur les non symétriques, comme ça, et là, il y aurait plus de choses à dire qu'on le restreint aux formes symétriques. Bon, là, j'ai été un peu vite, il y a un peu plus de choses. Oui, alors, dernière chose, c'est qu'il se trouve que j'avais été sollicité pour écrire un petit article dans la Gazette des mathématiciens que j'écris sur ce sujet. Donc, en fait, il y a un texte qui reprend, enfin, pas exactement ce que j'ai dit là, mais quand même, qui reprend le même genre de langage et le même genre de choses. Donc, si vous voulez avoir des éléments écrits, il y a un texte qui vient juste de sortir là, le mois dernier, je crois, dans la Gazette des mathématiciens, et qui est en plus téléchargeable très facilement, je crois, sur le site de la Société mathématique de France.
Non, une question très simple. Est-ce qu'il y a des caractérisations sympathiques des matrices sans résonance? Bah, non, alors, le truc, c'est qu'on peut dire que presque... Alors, le truc, c'est que dans certains contextes, il n'y en aura pas. Alors, qu'est-ce que je veux dire? Par exemple, si vous avez une valeur propre imaginaire pure, alors il y a forcément une résonance. Maintenant, si vous regardez les matrices au hasard, elles vont être non résonantes. Mais ça correspond à des systèmes qu'on appelle hyperboliques, où aucune matrice n'est imaginaire pure et qui sont des systèmes que de toute façon on arrive relativement bien à étudier. Donc en fait, si vous regardez les points fixes qu'on a vraiment envie d'étudier, ce sont les points fixes où il y a une valeur propre imaginaire pure, et pour cela, il y a toujours des résonances. Donc d'une certaine façon, on peut dire que les matrices prises au hasard, elles n'ont pas de résonance, mais celles qui nous intéressent, elles ont des résonances. Après, en fait, là, j'ai énoncé le théorème de forme normale pour les champs de vecteurs généraux, mais par la même preuve, permet de l'appliquer pour des champs de vecteurs de classe particulière. Par exemple, on peut regarder les champs de vecteurs complexes holomorphes, on peut regarder les champs de vecteurs dits hamiltoniens, on peut regarder les champs de vecteurs qui préservent le volume. Et ça impose des contraintes sur les valeurs propres, et aussi, en général, ça impose l'existence de résonance. Donc le théorème que tu as démontré, il date de quand? Oui, ça, j'en ai aucune idée parce que... T'as une idée? Ouais. C'est dur à dire. C'est dur à dire. Ouais. C'est des choses qui datent dans les idées, qui datent de Poincaré, de Birkhoff, du Lac. Mais là, par exemple, l'idée de ce produit scalaire, je crois, est plutôt récente. Donc Gérard y a participé. Il y a des Russes qui ont participé aussi. Bon, 87, etc. Mais le cas adiagonalisable de ce truc-là est très classique. Et bon, là... Alors, bon, c'est quand même dans l'ensemble des idées relativement classiques. Après, avec effectivement des ajouts techniques pour traiter des cas de plus en plus généraux.